nous sommes de retour avec M. Steven Laperrière du groupe Rapplic. Bonjour. Bonjour. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour exposer votre opinion et je vous aviserai 2 minutes avant la fin. Ensuite, je disposerai de 10 minutes pour vous poser des questions. Et sachez que nous avons lu votre mémoire et nous vous écoutons. Bien, merci beaucoup pour l'opportunité de venir exprimer notre point de vue. Tout d'abord, le Rapplic, c'est un organisme qui accompagne et assiste les personnes handicapées lorsqu'elles sont victimes de discrimination, tout type de handicap, tout type de discrimination, et il y a aussi un volet de promotion des droits des personnes handicapées. On pense aussi que l'accessibilité universelle, c'est un peu de ça qu'on parle dans le mémoire, que je vais vous parler aujourd'hui. L'accessibilité universelle doit être une priorité non négociable dans tout projet urbain, parce que on sait que la rue Wellington a été nommée la rue la plus cool au monde, mais du point de vue des personnes handicapées, elle n'est pas cool du tout, de par son cadre bâti qui exclut à peu près à 80, au moins 70%, soyons conservateurs, au moins 70% des commerces ne sont pas accessibles aux personnes handicapées qui sont en fauteuil roulant. Alors, c'est pas la rue la plus cool pour nous, mais vraiment pas. D'un autre côté, la piétonisation, ça peut être une bonne idée à l'année si c'est bien fait, mais si c'est mal fait, elle va de facto exclure encore un peu plus les personnes handicapées. On peut prendre pour exemple ce qui nous attend ce soir et demain, une méga tempête de neige. On sait que ça va prendre des jours et des jours avant que ce soit tout déneigé. Puis on comprend que ce n'est pas une tempête ordinaire, ce n'est pas une critique envers la ville, là, mais on comprend que ce n'est pas une tempête ordinaire, ça va prendre des jours et des jours et des jours. Donc, si les gens prennent du transport adapté, ce que M. tantôt appelait une navette, ce n'est pas une navette, c'est un minibus, puis le transport adapté, c'est un service de porte-à-porte, hein, parce que les gens en ont besoin, ils sont inscrits. Donc, s'ils sont inscrits, c'est parce que ça a été reconnu comme un besoin pour cette personne-là. Si on fait du service porte-à-porte sur la rue Wellington, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas le faire si la rue est fermée. Alors, moi, je prétends qu'il devrait... Forcément, il doit y avoir un corridor pour les services d'urgence, hein, en cas d'incendie, en cas qu'on ait besoin des services policiers, tout ça, bien, que ce soit un corridor permanent que les services de transport adaptés peuvent utiliser aussi. Ça m'apparaît essentiel. Si on n'a pas ça, pas de piétonisation, même pas en été, tant qu'à moi. Puis, comme je le disais tantôt, en hiver, les défis sont amplifiés. La neige, la glace, le manque de corridors dégagés, les barrières à la mobilité, les bouts de trottoir, les bateaux pavés qui sont un peu érodés, entamés avec le temps, qu'on ne répare pas tout le temps à temps, le déneigement qui n'est pas tout le temps fait de façon comme il faudrait, dans le fond, pour que ça soit libre d'obstacles partout. Donc, c'est des obstacles qui se rajoutent à une piétonisation hivernale pour nos personnes qui sont en situation, qui sont handicapées et utilisent un fauteuil roulant. Puis, je dirais même qu'au niveau des personnes qui sont non-voyantes et qui utilisent une canne, bien, la canne ne détecte pas automatiquement les patchs de glace. Alors, ça devient encore plus important de déneiger, déglacer complètement, en tout temps. Les impacts concrets pour les personnes handicapées, bien écoutez, j'en parlais tantôt, la prémisse du transport adapté, c'est un service porte-à-porte parce que les utilisateurs sont inscrits, ils ont dû passer un examen, ils ont dû soumettre un dossier médical pour être acceptés. Alors, ce n'est pas des caprices, c'est un besoin. Hein? Donc, si on part de ce point-là, ça renforce encore plus mon point de tantôt, c'est un service de porte-à-porte. Puis là, il y en a qui vont dire, bien sûr, mais ils peuvent s'arrêter au coin d'une intersection puis débarquer la personne, puis la personne s'en va à son commerce. Mais non, ça ne marche pas tout à fait comme ça, parce que le chauffeur ne peut pas débarquer de son camion, de son minibus, s'il y a 2 personnes dedans. Il ne peut pas laisser une personne seule dans son autobus. Donc, ça exige une gymnastique encore plus compliquée, une logistique encore plus compliquée à la STM, afin qu'il y ait pas 2 personnes dans un minibus, qu'il n'y ait seulement qu'une, puis que le chauffeur puisse aller reconduire l'utilisateur à la bonne porte. Maintenant, des places de stationnement pour les personnes handicapées, parce que oui, il y en a qui sursautent quand on dit ça, mais oui, il y a des personnes qui sont handicapées, qui ont des véhicules adaptés et qui conduisent. Il faut avoir des places de stationnement réservées pour les personnes handicapées à chaque coin d'intersection. Puis pas une, là, ça en prend plus qu'une. Parce que sinon, si ces personnes-là qui ont besoin d'aller dans un commerce
de proximité importants comme une pharmacie, une épicerie, peu importe ce qu'on peut penser comme besoin, il faut qu'il y ait accès comme tout citoyen parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Charte des droits le dit. Il est interdit de discriminer quelqu'un sur son handicap en ne lui donnant pas accès aux mêmes biens et services que tout le monde. J'en parlais tantôt, la canne blanche, c'est bon. Ouais, puis il faut penser aussi qu'une piétonisation, déjà l'été, c'est beau les meubles qu'on met sur les rues et tout ça, mais souvent c'est mis puis ça devient un obstacle à la mobilité des personnes handicapées. Puis aussi, si je vais essayer de vous expliquer ça clairement, si je suis en plein milieu d'un pâté de maison, là, que je vois un commerce où je veux aller, bien, si je suis dans la rue, bien, je ne peux pas monter le trottoir. Il faut absolument et nécessairement que j'aille à l'autre bout du pâté, à un des deux bouts du pâté de maison pour entrer. Donc, il faudrait penser à mettre des rampes d'accès vers le milieu de chaque pâté de maison pour que les personnes puissent y aller, facilement. Parce que c'est ça le but, c'est de donner accès déjà facilement le plus possible. Et déjà, j'entendais des commerçants tantôt pour qui j'ai beaucoup de sympathie, qui disent qu'ils perdent certains types de commerces, en tout cas, perdent des clients pendant la période de piétonisation, ce que je peux croire, mais c'est encore pire pour les personnes handicapées, parce que s'ils savent que déjà que les commerces ne sont pas accessibles, déjà que le transport va être compliqué, déjà, il va-tu pleuvoir à 3 heures cet après-midi? Même si je pars à 1 heure, il fait beau, mais à 3 heures, est-ce qu'il va pleuvoir? Je peux avoir une place pour me mettre à l'abri. Même chose l'hiver. Donc, ils ne viendront plus. Ils ne viendront plus. C'est aussi simple que ça. Puis déjà, j'en connais qui n'y vont plus pendant la période de piétonisation. Alors, les solutions et recommandations, j'en parle dans le mémoire, c'est essentiellement les mêmes, mais l'idée, c'est pas de dire qu'on est contre la piétonisation, mais là, pas du tout, mais pas sans nous, les personnes handicapées. Elle doit inclure certaines choses importantes, maintenir un corridor accessible pour le transport adapté, créer, à la limite, un service de transport adapté reliant les points clés de la rue. J'en parlais tantôt, le service adapté, c'est un service porte-à-porte, donc ça doit être respecté parce que c'est un besoin, pas un caprice. Pardon. Prévoir des espaces de stationnement adaptés aux intersections, mettre en place un déneigement prioritaire et efficace des trottoirs et corridors piétons, qui, en fait, là, on en parle pour la rue Wellington, mais en fait, ça devrait être à l'année, à chaque hiver. Hein? Si on est pour faire une piétonisation permanente, on peut-tu sortir de la boîte, le think outside the box, puis trouver une façon de rendre plus de commerces accessibles. Parce qu'il y a plusieurs commerces sur la rue Wellington, ça ne serait pas hyper compliqué de rendre ça accessible. Là. On ne parle pas de commerces qui ont 50 marches là, en avant. Là. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. Si on s'y mettait vraiment, il y aurait moyen de faire quelque chose pour rendre ces commerces-là plus accessibles, en tout cas. Sans demander la perfection, mais puisqu'on en parle, demandons la perfection. Puis il vous reste 2 minutes. J'ai pratiquement terminé. Créer un comité consultatif permanent avec des personnes handicapées pour suivre l'implantation du projet, parce que, je m'excuse, mais les vrais experts du handicap, ce sont les personnes handicapées elles-mêmes, parce qu'elles vivent les défis, les embûches, les regards. Elles vivent tout ça, mais sur une base quotidienne à tous les jours, puis plusieurs fois par jour. Puis des organismes comme le nôtre, il y en a plusieurs à Montréal, puis dans tous nos organismes, ou à peu près toutes, on a toutes des personnes handicapées qui travaillent pour nous ou avec nous, puis sur nos conseils d'administration, on en a des personnes handicapées, aussi dans la majeure partie des organismes. Donc, on est là, on a de l'expertise, on a de l'expérience, on a des gens disponibles pour aller sur le terrain. Consultez, vous avez des ressources. Donc, en conclusion, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est un engagement clair de la Ville à intégrer ces mesures avant de valider la piétonisation permanente. L'enjeu est simple. Une ville inclusive, c'est une ville qui est planifiée pour tous et qui inclut tout le monde, y compris les personnes handicapées.
Ne pas intégrer ces solutions, c'est créer une ville où des milliers de personnes sont exclues, un peu comme la ville de Montréal a été conçue, sans penser aux personnes handicapées. C'est pour ça qu'il y a tant de commerces inaccessibles. Je ne vous apprends rien. Et la question finale, ça devient, est-ce que Montréal va être une ville qui exclut ou une ville qui inclut? On a une occasion ici de grandir en tant que ville, puis de donner un exemple qui servirait à travers le monde aussi. Parfait. Alors voilà. Je vous remercie. Donc, je vous remercie de votre témoignage. Donc, j'aurais quelques questions. Bien sûr. Si on revient sur le sujet du transport adapté, OK. Si je ne me trompe pas, il y a une obligation du conducteur de reconduire la personne à la porte. Absolument. OK. C'est de porte à porte. Donc, le chauffeur te prend chez toi, puis il doit te débarquer directement à l'endroit où tu t'en vas. Parce que, vous savez, les systèmes de transport adapté, il faut réserver 24 heures d'avance. Hein? Déjà, là, ça, c'est pas une critique envers le système. Je sais que c'est compliqué, mais il faut réserver 24 heures d'avance. Alors, allô, la spontanéité. Hein? Puis, si tu veux, exemple, prendre un transport adapté pour aller à ton guichet, bien, tu peux pas, parce que ton chauffeur, une fois qu'il te débarque, avant qu'il revienne te chercher, tu as un délai d'attente d'au moins 1 heure. Alors, tu fais quoi s'il pleut? S'il neige? Donc, mais c'est une réalité à laquelle on ne pense pas. Donc, c'est ça un peu le transport adapté. Il te prend chez toi, il te ramène à l'adresse où tu dois aller et tu dois rester minimalement 1 heure à moins d'avoir, avant d'avoir un retour, à moins d'avoir une urgence ou, comme il y a certains endroits reconnus que tu peux avoir il y a un retour sur appel. C'est vraiment à certaines circonstances ou certains endroits seulement. Si tu appelles parce que tu es au guichet et tu as fini, bien là, tu vas attendre, ils ne viendront pas te chercher. Si. Parlez-moi donc un petit peu au niveau de l'organisation du transport adapté. Donc, on commande le taxi adapté, la navette adaptée. Oui. Au niveau du temps d'arrivée, du temps de départ? Ben, écoutez, il y a eu des améliorations. Honnête, là, il y a quelques années en arrière, c'était plus ou moins fiable. Ben, je ne veux pas dire fiable, mais il y avait beaucoup de retard. Je ne veux pas dire fiable parce que c'est pas vrai, mais il y avait beaucoup de retard. Il y a eu des améliorations. Je pense que la STM a fait des bonnes améliorations comparées à ce que c'était avant. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. Mais maintenant, puis je comprends pourquoi il faut réserver 24 heures d'avance. Ça prend une planification, il faut planifier les chauffeurs, puis tout ça. Mais ça demeure, puis je ne le dis pas comme une critique envers la STM, mais vraiment pas, là. Ça demeure quand même une embûche à la vie quotidienne, parce que là, si tu as besoin de sortir, ben tu peux pas. Il faut que tu réserves 24 heures d'avance. Si tu n'y as pas pensé, ben tant pis, tu passes ton tour. Ou ben donc, il faut que tu commandes un taxi. Hein? Un taxi accessible. Mais les taxis accessibles, là, sont tous sous-traitants pour la STM. Fait qu'avoir un taxi sur le fly pour une personne handicapée, comme moi et vous, on serait capable de faire en sortant d'ici, ben ça marche pas. Ça fonctionne pas. Ou en tout cas, si tu en trouves un, va t'acheter un billet de 6,49. Alors c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça la réalité de ça. Mais ceci étant dit, pour répondre à votre question encore un peu mieux, je trouve que le service de la STM est vraiment bon, comparé à il y a quelques années, au niveau du respect des heures. En fait, le respect des heures, mais si je ne me trompe pas, ils ont un délai, ils peuvent avoir un 30 minutes de retard. Oui, c'est ça. Ils peuvent avoir un 30 minutes de retard, ça c'est clair. Puis malheureusement, ce 30 minutes-là, il s'applique juste d'un bord. C'est-à-dire que si toi, tu es dû pour être ramassé à 3 heures, puis à 3 heures, tu n'es pas là, bien, il va attendre quelques minutes, puis après, il s'en va. Bien, là, tu comptes pour une absence, mais la vie peut causer que tu vas être en retard. Tu peux avoir besoin d'aller à la salle de bain avant de prendre l'autobus de ton minibus parce que tu sais qu'il va y avoir du trafic, puis tu ne te rendras pas, tu as besoin d'aller à la salle de bain. Aller à la salle de bain, déjà, c'est plus long, c'est plus compliqué un peu. Hein? Il y a plus de défis. Fait que là, tu arrives, tu as manqué ton autobus. Là, tu rappelles STM, tu leur expliques, là, ils vont venir te chercher, mais tu vas attendre. Parlez-moi donc des situations, des personnes de la rue qui ont eu des difficultés avec la rue pendant la piétonisation de la rue Wellington. Oui. Bien, comme je dis, déjà, il y a eu du mobilier. Je sais que l'arrondissement a fait des gros efforts. Je ne vais pas dire le contraire. Excusez, je voulais dire spécifiquement par rapport au transport adapté. Ah, bien, ils ne viennent plus. Okay. Ils ne viennent plus parce que c'est trop compliqué. Ils ne savent pas où ils vont être débarqués. C'est l'inconnu.
C'est vraiment l'inconnu. Ou s'il fait vraiment beau, bon, ben là, ils vont demander à se faire débarquer sur une rue adjacente en sachant qu'ils vont pouvoir rouler puis se faire reprendre au même endroit sur une rue adjacente. Mais plusieurs ne viennent plus parce que, s'il fait beau, ben c'est congestionné. Avez-vous déjà essayé de rouler en fauteuil roulant dans une rue congestionnée? C'est compliqué, là. C'est compliqué parce que les gens ne font pas attention, hein? On est tous là, puis on part, oui, les personnes handicapées, puis tout. On en a une devant nous autres, puis on est en gang, là, on se tasse pas. Hein? Tasse-toi, puis arrange-toi. Fait que c'est pas la majorité, mais il y en a quand même, mais c'est compliqué. C'est compliqué, comme je dis, sur les trottoirs, parce que là, c'est comme une rue commerciale. Fait que là, on met des petites pancartes sandwich, là, à gauche puis à droite. Mais sur les trottoirs, là, on est supposé de garder un corridor libre d'obstacles de 1,5 m sur les corridors. Je suis allé 4 fois sur le Wellington l'année passée, puis les 4 fois, il y a des grands bouts, c'était pas respecté, le 1,5. Vous me direz que c'était à 1,2, 1,3, mais 1,3, quand tu es une personne handicapée qui roule en fauteuil électrique, qui doit manœuvrer son joystick, là, puis si tu as tendance à avoir des petits spasmes de temps en temps, ou si tu as perdu un peu de motricité fine, là, ben, tu rentres dans la pancarte ou tu rentres dans quelqu'un. C'est ça la réalité. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'y vont pas. Puis, c'est la même réalité dans toutes les rues piétonnes. La rue Mont-Royal, c'est la même chose. Saint-Hubert, je comprends qu'elle ne reviendra pas, mais c'était la même chose cette année, là. On pense pas à ça. On ne se met pas dans la situation des personnes handicapées, puis c'est une situation qui est compliquée. OK. Et est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui utilisent le transport adapté dans le quartier immédiat de Wellington? Écoutez, j'ai pas de chiffre précis, mais je peux vous dire que juste à notre gang, là, on connaît une trentaine, quarantaine de personnes qui sont des utilisateurs du transport adapté, mais il y en a certainement beaucoup plus. Mais dans un rayon, là, je dirais de 2 km, on en connaît une trentaine, quarantaine. OK. Mais j'ai pas de chiffre précis par rapport à ça. Parfait. Aussi, au niveau du mobilier de rue, vous parlez de la nécessité de rampes d'accès pour l'été. Oui. Et donc, pour l'hiver, même chose. Si c'était piétonnisé à l'année, il y en a beaucoup qui ont suggéré les trottoirs abaissés. Est-ce que ça résout le problème ou c'est... Absolument. Si on va d'une façon d'un trottoir abaissé, ça, c'est clair qu'on vient de régler la situation parce que là, tu peux rentrer partout. Pas besoin de rampe. C'est clair que ça fait partie un peu de ce que je disais tantôt, think outside the box. C'est un peu ça. Si on doit refaire, ben oui, c'est une bonne idée de penser à ça. Mais une fois que je vous ai dit ça, ça règle le problème sur le trottoir, mais pas sur les commerces. Oui. Fait que c'est beau de pouvoir aller sur le trottoir, mais si tu ne veux pas y aller chez le commerçant, ben ton problème n'est pas réglé. Et est-ce qu'il y a d'autres solutions à part des trottoirs abaissés? Bien, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Écoutez, je ne suis pas ingénieur. Je ne peux pas vous lancer d'autres suggestions comme ça. Mais clairement que plus on est à plat, mieux que c'est. Que ce soit pour la circulation, ça va faire plus large de circulation si c'est piétonnier à l'année. Je comprends qu'on ne peut pas faire ça parce qu'on n'est pas à l'année. Mais si on s'en va sur une piétonnisation à l'année, oui, ça prendrait ça. Ça prend aussi de la signalisation claire et précise pour les personnes non-voyantes, puis les personnes qui ont des problèmes de vision, évidemment, basse vision. Et ça prend aussi... C'est-à-dire que dans la rue piétonne, déjà, quand il y a beaucoup de gens qui circulent, c'est compliqué. Ça prend beaucoup d'espace. Donc, les petits cassins qu'on installe, là, les petits jeux, puis les petits ci, puis les petits ça, c'est le fun, c'est beau, mais c'est un obstacle pour les personnes handicapées. Il faut garder ça le plus clair possible. En fait, on exige j'exige. La loi précise qu'il faut avoir une ligne libre d'obstacles de 1,5 m sur les trottoirs. Pourquoi, si on s'en va sur une rue piétonne, pourquoi ne pas exiger la même chose en plein milieu de la rue piétonne, 1,5 m en plus des trottoirs? Donc, on vient de régler une partie de ce problème-là. Puis quand je dis libre d'obstacles, pas mettre de pancartes, d'objets d'amusement, de ne pas faire de spectacle qui bloquerait le chemin. Tu sais, des fois, tu as des amuseurs publics qui viennent faire un petit spectacle, mais ça bloque tout. Donc, on bloque pas ce corridor-là. Puis ça doit être clairement marqué, indiqué, clair. Tu n'as pas le choix.
Je regarde juste mon temps, il me reste 1 minute. Donc, est-ce qu'il y a des comités consultatifs au niveau de la ville pour les personnes handicapées en ce moment? Oui, il y a eu le chantier AU dont on attend toujours les résultats. En tout cas, j'ai rien vu de concluant. Je veux dire régulier. Est-ce qu'il y a des comités réguliers à laquelle que vous pouvez participer? Je pense que chaque arrondissement a son comité consultatif, mais à ma connaissance, sauf erreur, et ça se peut que je me trompe, mais je ne pense pas qu'aucun arrondissement a un comité dédié spécifiquement à l'accessibilité universelle. Ils ont certainement un élu responsable de l'accessibilité universelle, mais est-ce qu'il y a des comités en tant que tels? Je suis obligé de vous dire que je crois pas, que je ne crois pas, mais ça se peut que je me trompe. OK. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. On va prendre une petite pause, le temps de passer à la prochaine personne.